Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 6 de ce Giro. Il est 18h10, je fais le débrief très vite parce que l'étape est arrivée avec 40 minutes de retard par rapport à l'horaire le plus lent. Donc pour que ça arrive à 21h, je me déplace un petit peu. Et puis il y a des jours où les tops et flops sont beaucoup plus faciles à trouver que d'autres. Là, c'est une journée où les tops et flops sont beaucoup plus faciles à trouver. Je suis pas sûr que je mette que la vidéo fasse 30 minutes non plus ce soir. On va revenir sur cette étape du Giro. On parlera des top flops, du bilan des Bleus. On fera un petit point également sur le maillot cyclamen avant une petite pause demain, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait une grosse bagarre pour le maillot cyclamen demain. Donc on va revenir sur cette étape numéro 6, étape de sprint aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous pensez que ça peut... que si vous voulez donner votre avis sur tel ou tel coureur, si vous voulez qu'on parle d'un autre coureur également dont j'aurais pas parlé, je sais qu'on m'a parlé d'Androni Giocattoli, enfin Drew Hopper, qui anime le début de Giro. C'est un très bon job qu'il faut, mais on va en parler un petit peu même avec un coureur du côté des tops. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est déjà très bien. Mais en plus, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et comme ça, YouTube est content, l'algorithme est content. Et comme ça, il met plus en avant les vidéos en fait sur la plateforme. C'est tout con. Du côté de cette 6e étape du Giro 2022, alors, en termes de spectacle, ça n'a pas été la plus belle étape. Mais il en faut des étapes comme ça, parce que hier, ça a roulé vite. C'est presque, peut-être pas rassurant, parce qu'à l'époque d'Armstrong, c'était pas les tours les plus rapides qu'on ait eu de l'histoire. Quoi qu'il y en a un ou deux qui avaient été rapides à l'époque d'Armstrong. La vitesse ne veut pas forcément dire dopage, et inversement, le manque de vitesse ne veut pas dire dopage non plus, parce que je suis pas sûr qu'on ait eu des Giro très rapides au début des années 2000 en Italie. Et pourtant, il y en avait quand même beaucoup qui étaient chargés. Mais du côté de cette étape, bien entendu, il en faut, parce qu'on ne peut pas être tous les jours à fond. Là en plus, il n'y a pas eu de bagarre pour l'échapper aujourd'hui, mais parce que je pense que l'étape d'hier a énormément fatigué les coureurs. Ça n'a pas débranché énormément hier. À partir de la montée, c'est-à-dire sur les 100 derniers kilomètres, ça a roulé extrêmement fort, et ça a eu des conséquences un petit peu peut-être sur cette étape-là. Et puis aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est vrai que la côte de 4e catégorie, c'est que 3 points. C'est pas beaucoup au classement de la montagne. C'est pas beaucoup d'argent non plus, parce que je rappelle que les sous-sous dépendent de la classification des montées. Donc en termes de primes de course, c'était pas énorme non plus. Après, il y avait le sprint inter, mais tous ces facteurs-là combinés ont fait que il y avait personne qui a voulu prendre l'échappée, quoi. Et que l'étape de demain est beaucoup plus attrayante. L'étape Diamante Potenza, dont vous aurez la présentation demain, est beaucoup plus attrayante et a beaucoup plus de chances d'avoir une échappée qui puisse s'imposer au bout de cette étape. Mais le final, par contre, bien entendu, était très animé, parce que quand on est dans une situation un petit peu comme ça de non-course, on avait quand même un final qui était propice à une bagarre des trains. Parce que c'était très rectiligne. Il y avait un passage technique à 20 bornes de l'arrivée. Voilà, il y avait 1 kilomètre, on va dire, avec une petite descente où il y avait des petites épingles. Ensuite, c'était l'étape, les 3/4 de l'étape, il n'y a pas eu un virage aujourd'hui. Et il n'y avait qu'un seul rond-point. Alors, qui était un peu plus technique que ce qui était annoncé sur le parcours du Giro. Que sur le parcours du Giro, on voyait bien que normalement, on ne devait le prendre que d'un côté, donc côté droite. Et au final, on pouvait le prendre des deux côtés. Donc voilà, des fois il y a toujours des surprises avec le Giro. Malgré tout, c'est vrai qu'on en parlait j'en ai parlé un petit peu dans les commentaires. Cette année, c'est bien organisé le Giro. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu une moto qui traîne. Il n'y a pas eu de crash dû à l'organisation. Et en 6 jours de course, 7 jours bientôt, on n'est pas loin du miracle quand même. C'est pas arrivé souvent sur le Giro. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien organisé et c'est mieux filmé qu'avant. On voit que c'est plus la rail qui fait les images, parce que je rappelle que cette année, pour la première fois, ce n'est pas la rail qui fait les images, c'est un prestataire extérieur qui est payé par la rail, mais qui fait également les images du Tour de France, et ça se voit quand même, c'est beaucoup mieux filmé qu'avant. Et il n'y a plus de coupure de faisceau comme l'année dernière, c'était un enfer.
C'est plus... Oui, parce que j'ai vu qu'il y en a des qui disaient que c'était la RAI, c'est plus la RAI qui gère les images. La réalisation et les images sont gérées par... alors c'est la RAI, il y a des moyens techniques qui sont transmis par la RAI, mais c'est géré par quelqu'un qui fait les images, notamment le signal international du Tour de France. Donc je sais pas si c'est pas l'entreprise de Jean-Maurice Hogg même. Mais grosso modo, c'est beaucoup mieux filmé qu'avant. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Bon, étape où j'ai pas grand chose à dire au niveau du résumé. Donc on va passer au sondage. J'ai oublié les sondages, dis donc. Parce que hier, il n'y en avait pas, mais aujourd'hui, il y avait des sondages. Alors je vous avais demandé, pour vous, Arnaud Démare va gagner combien d'étapes sur ce Giro? J'avais mis une victoire, 2 à 3 victoires, 4 victoires ou plus de 5 victoires, 164 votes, parce que bon, il est 18h15 pour l'arrêt des votes. 85% ont dit 2 à 3 victoires. Pour le moment, ils sont bien dans ce classement-là. Ça marche bien. Et puis, parmi mes pronostics pour l'étape 4, vous choisissez qui? Et 103 votes pour ce sondage-là. 47% Arnaud Démare, 37% Mark Cavendish, Gaviria 14%, Kurt Nielsen 2%, Nizzolo 1%. Vous aviez raison, hein. Démare fait 1, Cavendish fait 3. J'avais pas mis Caleb Ewan, mais comme quoi, les champions demeurent jamais. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence bien entendu par le vainqueur du jour. 7ème victoire d'étape sur le Giro. Il égale Nibali. Démare, je sais plus, dans les coureurs à 7 victoires sur les grands tours, il y avait Nibali, il y en avait quelques-uns, j'ai vu la statistique ce matin, mais il y avait Nibali. Certains diraient qu'il est plus qu'à 9 victoires de Cavendish qui est à 16 sur le Giro. Magnifique victoire encore une fois aujourd'hui, Arnaud Démare. C'est pas encore du tableau noir en termes d'organisation de la Groupama, mais c'était quand même plus facile qu'hier en termes d'organisation. Et puis je trouve que la Groupama aujourd'hui a été intelligente. Il y a eu juste une petite gêne entre Guarnieri et Démare à 250 mètres à peu près, où ils se sont un peu gênés les deux, mais sinon ça a été plutôt pas mal. Pourquoi je dis que c'était pas encore du tableau noir? Parce que je pense que Silkeldam prend peut-être le manche du peloton un peu tôt. Il le prend à 800 à 750 mètres, à peu près 750-725 mètres de l'arrivée. C'était peut-être un peu tôt, vu le vent de face. Il fallait peut-être se mettre devant un peu plus tard. Konovalova, c'est peut-être devant aussi un peu trop tôt. Mais bon, ça c'est compliqué sur ces étapes-là. Vous avez une grande largeur de route. Vous êtes obligé de rouler fort. Et parce que le copain d'à côté, il veut prendre votre place. Donc il roule un peu plus vite. Vous roulez encore un peu plus vite. Et ce qui fait qu'il y a une sorte d'inertie naturelle qui se crée. Et vous avez une vitesse énorme. Et vous vous fatiguez donc beaucoup plus vite. Donc du côté de Konovalovas, il s'écarte un peu tôt. Mais ensuite, il y a déjà une première chose d'intelligente, c'est qu'ils sont placés à gauche de la route. Et ça, dès 13-14 km de l'arrivée, parce que c'est là où je l'ai vraiment vu, ils sont à gauche. Parce que je me dis, c'est intelligent, ils vont pas se faire dépasser par une autre équipe. Et c'était encore plus intelligent avec le rond-point. Parce que c'est peut-être là où le sprint se gagne face à Cavendish et face à Ewan. C'est que Cavendish et Ewan, ils étaient à droite de la route au moment du rond-point. Démare, lui, il était sur la gauche. Et Démare, il a fait 100 mètres de moins. Relance beaucoup moins forte. T'as beau dire, mais ça se joue à pas grand-chose avec Ewan et ça se joue à pas grand-chose avec Cavendish non plus. La différence, ça s'est peut-être fait là sur ce changement de direction qui a été mieux géré par la Groupama que par les autres équipes. Et puis après, donc Silkeldam, donc après ils se retrouvent devant, mais ils sont devant un peu tôt. Heureusement pour la Groupama, Israël prend le manche. Israël prend le manche du peloton à 2 km 3, 2 km 4 de l'arrivée. Le rond-point était à 3 km 6. Donc ensuite, Israël prend le manche et eux, intelligemment, ils se sont mis dans le sillage d'Israël avec un Guarnieri qui a été aussi intelligent pour pas bouffer devant. Guarnieri, il s'est mis dans la route Zabel. Il s'est pas mis dans la route Silkeldam, il s'est mis dans la route Zabel. Et je trouve que ça a été intelligent de la part de Guarnieri. Parce qu'il a bouffé encore moins de vent qu'un Silkeldam et que peut-être Arnaud Démare même à ce moment-là. Et puis après, le sprint d'Arnaud Démare, en termes de puissance, phénoménal. Parce que il fait... Alors, vous avez Cavendish le long des barrières. Caleb Ewan, il déborde un peu Cavendish, qui est sorti un peu tôt.
C'est l'erreur de Cavendish aujourd'hui, ce qui est même très rare. Mais il est sorti 25 mètres, 30 mètres trop tôt. Donc Caleb Ewan, vous me voyez avec les mains, Caleb Ewan, lui, il est à droite de Cavendish. La courbe est sur la gauche. Et ensuite, vous avez Démare qui est obligé de doubler donc Cavendish, qui a la trajectoire idéale, je dirais, qui a peut-être un peu trop fermé le virage. Caleb Ewan, qui a aussi une trajectoire qui est beaucoup plus idéale que la sienne, et lui, il est obligé de déborder les deux sur une courbe sur la gauche, donc il fait au moins 20 mètres de plus, 30 mètres de plus, pour aller chercher Caleb Ewan. D'une manière un peu moins grosse, c'est ce qu'avait réussi à faire Jacobsen sur Paris-Nice. Vous savez, il y avait l'arrivée, c'était Orléans, Gien, je ne sais plus où était la ville de l'arrivée, c'était Orléans, je crois. C'était dans le 45. Où il y avait un virage, là aussi sur la gauche, et vous aviez Laporte qui avait enfermé un petit peu Jacobsen, et Jacobsen, là, il avait fait au moins 100 mètres de plus. D'une manière un peu moins importante, c'est un peu ce qu'a fait Démare. Il a fait un peu pareil que Jacobsen sur Paris-Nice cette année. Impressionnant, de puissance, et puis encore une fois, il a réussi à s'adapter à un changement. Enfin là, il a retrouvé Guarnieri, mais à une situation qui n'était pas forcément en leur faveur à un moment, mais qui se rétablit ensuite grâce au vent de face. Et Démare, c'était pas forcément le meilleur vent de face en termes de sprinter. Caleb Ewan est meilleur, Cavendish aussi, vent de face. Mais là, il a été très très bon, Démare vent de face. Ce qui veut dire que je suis quand même assez inquiet pour les autres sprinters qui n'auraient pas encore gagné une étape. Ça va être difficile de le battre, Démare. Il va falloir qu'il se rate. Il va falloir que son équipe se rate parce qu'il a des très 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 bonnes jambes pour le moment, Arnaud Démare. Deuxième coureur au top, Andrea Vendrame, le coureur d'AG2R. Quand je dis toujours que je ne comprends pas pourquoi on utilise Naesen et que Vendrame, c'est pas le meilleur sprinter du monde, Vendrame. Déjà parce que c'est pas un pur sprinter, c'est un mec qui a gagné une étape en tant que baroudeur, une étape de moyenne montagne, hein, Vendrame. Vendrame, il me fait penser à Leonardo Duque. Je l'ai peut-être déjà dit. Dans des vidéos. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, Leonardo Duque était un coureur qui est passé notamment par la Cofidis, par l'équipe c'était colombienne, Tierra, je sais plus comment ça s'appelait, l'équipe de Colombie qui était en deuxième division. Duque était un coureur, c'était Peter Sagan avant Peter Sagan presque. Pour moi c'était le premier sprinter polyvalent, premier sprinter comme ça qui passait des bosses. Bon, il y avait Fréré aussi, mais qui passait quand même moins les bosses que Duque. Duque, c'était un sprinter puncher. C'était vraiment un profil atypique et qui était très bon également sur les étapes de vallonnées. Et Vendrame me fait beaucoup penser à Duque dans cette capacité à être hyper polyvalent. Alors, et il avait le même problème que Duque, Vendrame, c'est que sur le plat, c'était pas le meilleur. Mais quand même, ça te permettait de faire 6, 7, parfois 5 Vendrame. Alors que Naesen, à côté, Laurens Naesen, comme c'est pas un pur sprinter de base, même s'il a une pointe de vitesse, il a du mal. Vendrame, il s'est frotté. Hein. Et puis là, on a vu que la G2R est un peu plus motivé qu'autour de Naesen. C'est-à-dire qu'on a mis au moins 3-4 coureurs à un moment, parce qu'ils n'étaient pas hyper bien placés. Il s'est fait remonter par 3-4 coureurs. Donc il y avait un peu plus de monde autour de Vendrame. C'est un bon résultat, Vendrame, aujourd'hui. C'est vraiment un très bon résultat. Surtout pour quelqu'un qui, le premier jour, c'était son premier sprint. Parce qu'il était... non, il n'était pas dans le sprint au premier jour, parce que c'est le premier à faire la cassure, à 4 secondes. Lors de l'étape 3, il fait pas le sprint. Donc, hier, il n'était pas dans le sprint. J'ai pas souvenir qu'il y a un AG2R pour moi dans le sprint hier. Donc, c'était quasiment son premier sprint du Giro. C'est pas facile de se mettre là dans le rythme quand c'est ton premier sprint sur le Giro. Donc quand même belle performance pour Vendrame. Puis je termine en plus-moins avec Consoni. C'était mieux emmené qu'hier chez Cofidis. Mais le problème c'est que t'as que Kreder et Chimolai. Alors je vais me répéter, mais pour moi Chimolai est meilleur que Consoni. Donc, je suis assez surpris qu'on utilise Consoni, puisque les dernières, Chimolai, il a quand même fait 2e ou 3e d'étape sur le Tour d'Italie, vu qu'il a fini 4 ou 3, je ne sais plus. Il avait fait un bon classement l'année dernière en maillot de cyclamen Chimolai, c'est pour ça que je suis un peu surpris qu'on utilise Consoni et pas Chimolai. Surtout que Consoni est un bon poinçon pilote.
je trouve. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, se démerde bien en tant que poisson pilote. Donc plus ou moins, bah, c'est un résultat, bon, voilà, ils prennent encore une place d'honneur. Cofidis avec la 8e place du côté de Consoni, mais je m'attendais peut-être à un peu mieux. Je m'attendais surtout à ce qu'ils utilisent Chimolai sur un sprint comme ça tout plat. Et puis là, on voit les limites de quand tu as peu de coureurs. Et je pense que Cofidis a fait l'erreur de vouloir se mettre devant, enfin Creder surtout a fait l'erreur de vouloir rouler en tête du peloton, alors que quand tu n'es que 3, il faut suivre un train. Il faut suivre un train et puis pourquoi pas déborder ce train à 600 mètres de l'arrivée. Voilà, que ton Wesley Creder, au lieu qu'il roule à 3 km 500, ce qui n'y a pas d'intérêt, il roule à 700 mètres au moment de Silkendam et que tu remontes à ce moment-là très violemment ton sprinter. Mais je pense que quand tu n'es que 3 coureurs, ou par exemple Bauhaus, ils font derrière Bauhaus. Et Bauhaus, il fait derrière Bauhaus contre Sony, alors que Bauhaus est tout seul. Il y avait Damen Novak. Sauf que Bauhaus, il a été beaucoup plus intelligent. Il était déjà intelligent hier. Il a suivi les trains. Il prend la roue de Démarre. Dans ce cas-là, tu essayes soit de prendre la route Démarre, soit aujourd'hui, il fallait prendre la route Cavendish parce qu'on sait que Ewan et son train, c'est pas toujours top. Bauhaus, bon, il a choisi la route Démarre. Bon, voilà, bien, c'était plutôt la bonne roue aujourd'hui. Après, bon, il n'arrive pas à faire mieux que 6ème. Après, tu as des limites aussi de sprinter seul. Et du côté de Consoni, pour moi, on était devant trop tôt et il fallait prendre l'intrain. Par exemple, là, ils étaient, eux, plutôt à droite de la route. Bah, fallait, soit tu avais le train d'Israël, à ce moment-là, déjà, qui était un peu devant. Tu avais DSM qui roulait aussi une chouille, même si DSM, c'est quand même bien planté aujourd'hui. Mais il fallait prendre la roue d'un train. Pour moi, plus que faire ce qu'ils ont fait, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait ne leur permettait pas de faire mieux que 8 ou 7. Et il aurait fallu faire autre chose. Voilà. Je pense que c'est une légère erreur de la part de la Cofidis, mais malgré tout, voilà, ils font 8ème. Mais pour moi, je pense que contre Sony, déjà s'ils avaient pris de Chimolai et qu'ensuite ils se démerdent un peu mieux dans le final, vu qu'ils font 8 en se démerdant déjà pas top, bah ils pouvaient peut-être faire 4ème ou 5ème aujourd'hui. Et bah 4ème c'est 12 points, UCI, puis c'est des points au niveau du maillot vert qui sont un peu plus importants aussi. Donc c'est peut-être voilà, une petite erreur de leur part. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je vais déjà me brancher parce que sinon on peut être embêté dans quelques secondes. Du côté des coureurs au top, je commence avec le courageux du jour. Diego Rosa, courageux du jour. Parce que faire 140 bornes d'échappée, et il le sait dès qu'il attaque qu'il y a peu de chances qu'il y ait 40 coureurs qui le suivent dans son attaque. Parce que on y attaque déjà assez tard dans l'étape. Hein. On a déjà fait 30 km à peu près. 30-40 km. Il attaque au pied de la côte de 4ème catégorie. Enfin, du début de la montée, parce que la côte de 4ème catégorie voilà, était un peu plus longue que ce qui était indiqué. Et on avait déjà eu la fausse attaque Mollema. Mais ça montrait bien qu'il n'y avait pas d'intention dans le peloton d'attaquer fort. Et Diego Rosa, bah, il est parti dans une sacrée galère aujourd'hui. Alors, il s'est pas explosé la boîte à gants, enfin, il n'avait pas le cœur dans la boîte à gants, il s'est pas explosé les jambes. Mais c'est compliqué une étape comme ça. Quand tu es échappé seul, alors déjà, échapper seul, c'est dur. Échapper solitaire, c'est dur. 2 échapper solitaire, tu sais que tu n'as aucune chance de gagner. 3 t'as quand même Androni qui attaque derrière toi et tu te dis, ça fait déjà depuis 30 bornes, pourquoi ils sont pas venus avec moi? Ça c'est vrai que, bon, Androni... Alors, ils animent la course, ça c'est bien. Par contre, l'attaque à 3 derrière Diego Rosa, j'ai trouvé ça moyennos. Soit tu pars avec Diego Rosa, soit t'attaques pas une fois qu'il est à 3 minutes 30 d'avance. Déjà, en plus, ça avait peu d'intérêt. Puis après, bah, dans ce genre de cas, Diego Rosa, bah, t'as pas ton destin en main, donc tu joues au jeu du chat à la souris. Et puis bon, bah, il n'y a jamais eu vraiment l'ouverture pour aller tenter quelque chose. Il est repris très loin de l'arrivée, donc c'est-à-dire que 3/4 des gens ne se souviendront pas que Diego Rosa a attaqué. Donc c'est même pas vraiment une échappée vraiment commerciale. C'est pas pour avoir de la notoriété non plus. Bah, c'est juste par passion du vélo, parce que tu as envie un peu d'animer la journée.
Pour moi, il faut du courage. Surtout quand tu es Diego Rosa, que tu as quand même un petit palmarès. Diego Rosa, c'est pas un coureur qui a 22 ans, qui vient de se lancer. C'est pas Ben Sviehov, par exemple, de la Bora, qui est dans sa première année chez les professionnels. C'est pas un Nicolas Prodhomme qui a pas encore une grande notoriété. Diego Rosa, il a déjà une notoriété, quand même, une petite notoriété chez les suiveurs en Italie. Donc faire ça, alors qu'il a déjà son petit palmarès, je trouve ça valeureux de la part de Diego Rosa. Voilà, sur une étape en plus qui n'était pas forcément totalement taillée pour son profil, hein, c'est pas l'étape de Potenza. Je trouve qu'il faut quand même avoir du courage pour sortir dans cette étape-là. Et bravo, monsieur Rosa. Rosa, plutôt. Caleb Ewan, deuxième coureur au top. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. Vous avez vu la photo finish? Ça se joue d'un rien. Ah, des fois, le cyclisme est cruel. Mais c'est quand même intéressant de voir que Caleb Ewan n'a pas perdu ses jambes. Comme je disais en introduction, les champions ne meurent jamais. Hier, j'avais quand même des gros doutes autour de Caleb Ewan parce que j'avais pas trouvé Enfin, quand j'avais vu les images quand il était largué et quand j'ai vu le résumé de nouveau de l'étape, j'avais quand même des doutes sur l'explication de la Lotto. Alors la Lotto a dit il a eu un problème technique. Il a peut-être eu un problème technique. Il semblerait qu'il ait percuté Ballerini. Enfin percuté. Voilà, qu'il y a eu un incident avec Ballerini et qu'il a dû changer sa roue avant. Une roue avant aujourd'hui, c'est 40 secondes. Le temps de reprendre sa vitesse de croisière, c'est 1 minute. Il était dans la montée à 2 minutes 30. Déjà 3 minutes, Caleb Ewan. Donc pour moi, c'était pas qu'une question d'incident mécanique. Pour moi, les jambes hier n'étaient pas bonnes pour Caleb Ewan. Pour moi, il aurait dû avoir la capacité de rentrer dans le groupe Cavendish. Or, il n'est jamais revenu sur Cavendish. Et je pense que ça aurait pas. Enfin, du côté d'Eurosport, tout à l'heure, il disait oui, s'il était revenu sur Cavendish, ça aurait changé grand chose. À 8 contre 10 mecs derrière qui roulaient devant, non, je pense que l'écart aurait été moins important, mais je pense qu'il serait resté collé derrière parce que derrière on n'aurait pas tenté de faire revenir Cavendish et on a déjà tenté de faire revenir Démare. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait Démare avec eux, sauf que Démare était devant. Mais je pense qu'à deux sprinters, on les aurait pas laissés rentrer. Mais Ewan, qui s'est débrouillé encore pas mal seul dans le final. Hein. C'est vrai que c'est un peu le souci, je pense, de Caleb Ewan, c'est qu'il n'y a pas un vrai poisson pilote. Moi, je me souviens à l'époque où il est arrivé chez Lotto, il y avait Adam Hansen encore à ce moment-là, et je ne sais pas s'il n'y avait pas encore Gregory Anderson. Adam Hansen, il devait être dans ses 2 dernières saisons, et Anderson, ça devait être peut-être sa dernière année. Parce qu'il avait pris le train de Greppel. Greppel était parti tout seul chez Fortuneo, et, qui est maintenant Arkea. Et je crois que lui avait gardé tous les coureurs. Donc il avait le train de Greppel. Ils avaient juste changé Caleb Ewan. Donc à l'époque, il avait un vrai train. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a plus du tout de train non plus, Caleb Ewan. Hein. Mais je parlais de l'effectif de la Lotto qui, on en parlait hier. Moi, j'ai connu l'époque Predictor Lotto, voilà, qui était, Predictor Lotto, parce que l'équipe a eu tellement de co-sponsors que c'est impossible de tous les citer, parce que c'est quasiment un co-sponsor par an. Mais moi, j'ai connu l'époque de Mackie Wen, avec Van Summeren, par exemple, Mackie Wen, Mario Hart. Je parlais de Cadel Evans, tout ça. C'était une équipe vraiment silence Lotto également. C'était une équipe qui était très forte, la Lotto. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu t'aperçois que même un train, ce qu'ils arrivaient à faire, un train de qualité à l'époque de Greppel, et même ça, ils n'arrivent plus à le faire. Et Caleb Ewan, il est obligé de se débrouiller seul. Et là encore, hein, ce soir, il se débrouille seul. Après, il prend les bonnes roues. Et puis, il est toujours très fort vent de face. Mais peut-être que les 3 cm qui lui manquent, c'est soit le rond-point qui est pris du mauvais côté, soit c'est le manque de personnel dans le final. Démare, ils sont 3 dans le dernier kilomètre. Ewan, il est tout seul. Cavendish, ils sont 2 ou 3 aussi. Ça fait la différence à un moment.
Et Ewan, il a les bonnes jambes, mais il se débrouille seul. Alors, faudra voir, l'étape de Naples peut-être lui correspondra un peu mieux. Faudra faire attention à Naples, hein. Le parcours sera un peu technique. Il y aura une épingle sous la flamme rouge. Je crois même que je trouve que ça ressemble beaucoup à l'arrivée de 2013 du côté de Naples. Petit indice sur la présentation d'étape, sur l'étape dont on parlera. Mais du côté de Caleb Ewan, ouais, il manque du personnel, quoi, tout simplement. Après, faire ce qu'il a fait aujourd'hui sans personnel, chapeau. Guermeil, toujours régulier. On m'a posé la question, est-ce que tu vois Desmar remporter le maillot cyclamen? Et moi j'ai dit, ça dépendra de la capacité de Guermeil à être régulier sur les étapes de plat. Parce que la différence entre Guermeil et Desmar, c'est que Desmar est meilleur sprinter que Guermeil, mais Guermeil grimpe mieux que Desmar. Donc sur les étapes vallonnées, il y en a quelques-unes, Guermeil passera, Desmar peut-être pas, et sur les étapes de montagne, Guermeil partira en échappée et pourra peut-être aller loin dans les échappées. Et Desmar, ça sera un peu plus compliqué, même si sur la plupart des étapes quand même, les sprints intermédiaires qui rapportent des points pour le maillot cyclamen sont quand même placés en première partie d'étape, en première moitié de journée, la plupart du temps. Mais Guermeil aura cet avantage-là. Et j'ai dit, Desmar, ça dépendra de cette capacité qu'aura Guermeil à sprinter sur le plat. Aujourd'hui, il fait 4e. Il est d'une régularité sans faille. Et je rappelle que parfois, pour remporter un maillot du sprint, il ne faut pas toujours gagner des étapes. Demandez à Peter Sagan, demandez à Nizzolo. Il en a gagné 2 sans remporter d'étape. Parce que sa première victoire d'étape, c'était l'année dernière, Nizzolo. Donc voilà, c'est la régularité compte. Et Guy Guermeil, son objectif, c'est d'être le plus régulier possible. Alors aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il a été gêné, parce qu'hier il avait été gêné, il finit 5e, il est gêné. Mais j'ai pas trop regardé son sprint. Pour tout vous dire, j'étais concentré sur Cavendish, où je me suis dit quand il est sorti, c'est un peu tôt. Je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un peu tôt. Alors je me suis dit, ça va être bon pour Ewan. Et puis derrière, je vois Desmar passer de nulle part. Ensuite, j'ai regardé un peu Tesfation. Mais assez vite, j'ai décroché parce que Drew Nooper roulait pas très bien autour de Tesfation. Et j'ai regardé ce que faisait la Cofidis. Voilà. Donc je peux pas regarder non plus 150 coureurs différents. Donc j'ai pas trop suivi ce qu'a fait Guermeil sur son sprint. Mais il arrive toujours à être régulier. J'ai regardé quand même un peu Guermeil. C'est que j'ai encore vu son équipe assez faible autour de lui. Mais au final, il fait 4 encore. Donc il a cette faculté encore à trouver les bonnes roues dans le final. Il lui manque un poisson pilote, Guermeil. Avec un poisson pilote, il t'en gagne des étapes. Parce qu'il a des très bonnes jambes en ce moment. Bon, on sera tous partants pour dire en fin de saison, je pense que la révélation de l'année, c'est quand même Bimian Guermeil. Petit point maillot vert. Donc Desmar pour le moment à 97 points au niveau du classement du maillot vert. Guermeil en a 76. Voilà, si le classement est à jour, je vais vérifier quand même. Voilà, le classement n'était pas à jour. Donc je redémarre. Je me disais bien que c'était pas beaucoup de points. Donc Arnaud démarre à 147 points. Guermeil en a 94, ça fait une cinquantaine de points d'écart. 50 points d'écart, c'est une étape. À peu près. Donc pour Desmar, c'est plutôt la bonne opération du jour par rapport à Guermeil, même si Guermeil a été bon. Cavendish est 3e avec 78 points comme sur l'étape. Van der Poel 4, Gaviria 5, Nizzolo 6 à égalité de points avec Gaviria, Tagliani 7 avec 45 points, Caleb Ewan remonte 8e avec 43 points, Phil Boao c'est 9e avec 30 points et Pello Bilbao est 10e avec 27 points. Et ben voilà. Après ce point du côté du maillot cyclamen que vous pourrez retrouver dans la description, il y a le top 10 du maillot cyclamen, le classement des sprints. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je vais faire assez vite. Je commence avec la DSM. J'ai absolument pas compris leur stratégie, la DSM, aujourd'hui. Alors, déjà, Romain Bardet emmène un sprint. C'est quand même des efforts un peu inutiles quand tu es leader grimpeur. Un leader d'une équipe n'a pas à lancer les sprints.
quand il joue le général, je veux bien, oui, quand tu joues le classement de la montagne, ce que faisait Barguil à une époque, déjà quand Alaphilippe le fait, des fois ça me fait un peu chier. Mais là, Romain Bardet, c'est des efforts qui sont inutiles sur un grand tour quand tu joues la gagne. Et c'est des efforts qui peuvent se payer en troisième semaine, où tu vas peut-être manquer un petit peu de fraîcheur physique. Donc ça, je trouve ça déjà bête. Ensuite, de changer de sprinter une étape sur deux. C'est-à-dire, une étape, c'est Dainese, l'autre, c'est Chessball. Alors ça, je trouve ça complètement con. Ça me rappelle le PSG avec la stratégie des gardiens. Ah bah c'est pareil. Un sprinter, c'est un poste où tu as besoin de confiance, comme gardien de but. Tu peux pas un jour être sprinter, le lendemain être poisson pilote. Tu as besoin de prendre de la confiance. Et la confiance, ça s'acquiert. Comment ? Là, le français s'est suicidé, le Becherel. Et ben ça s'acquiert de manière extrêmement simple avec la répétition. Et pour ça, bah, il faut qu'il y ait la même hiérarchie dans l'équipe. Moi, je trouve ça... À part quand ça ne marche pas, et oui, bah là, par exemple, Cofidis, moi je dis, bon, là, ça fait 3 sprints qu'on laisse à contre Sodi. Bon, bah, pour moi, Chimolai est meilleur. Mais Chessball, depuis le début de saison, c'est pas mieux que Dainese, même si Dainese, c'est déjà pas fou. Et en plus, je ne sais absolument pas ce qui s'est produit, mais les deux ont fait leur propre sprint pour ensuite se gêner l'un l'autre. Si vous avez un peu raté ça, à l'approche de la courbe, donc vraiment dans le final, hein, vous avez Chessball qui se décale, alors comme un saligo. C'était pas le terme que je voulais. Je ne sais plus. Comment disait ma prof de CP, je ne sais plus, quand j'écrivais mal. Mais un sagouin, voilà, c'était le terme. J'avais une vieille prof en CP, hein, mais ça m'a pas plus traumatisé que ça, vu que vous verrez comment j'écris toujours aujourd'hui. Et encore, moi je l'ai pas lu souvent. Cochenou, non, c'était comme un cochenou. Voilà, c'était un cochenou, c'était pas un sagouin. C'était comme un cochenou. C'était marqué ça sur les copies. Et ça en a traumatisé certains, mais moi non. Il y a des gens qui se traumatisent quand même pour pas grand chose. Et il s'est décalé donc comme un cochenou, vraiment. Certains diraient comme un bâtard, sur la droite, sans regarder à droite à gauche, sans faire gaffe que faire ce genre de choses là sur un sprint, c'est la fête du slip. Et en plus, bah, il y avait Dainese qui faisait son sprint derrière. Alors je ne sais absolument pas ce qui s'est passé chez DSM. S'ils n'avaient pas expliqué aux deux qu'il y en avait un qui devait se mettre au service de l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, du côté de la DSM. Mais ça a été un échec total. Mais un échec magnifique à voir. Hein. Un échec à montrer dans les écoles de cyclisme, je pense. Là, j'ai absolument pas compris leur stratégie. Deuxièmement, Gaviria. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, Gaviria, il était bien entouré. On a vu, UAE a pas mal roulé dans le final. Le problème, c'est je ne sais pas. Alors, je regardais pas trop Gaviria, mais à 700-800 mètres, t'as une caméra hélico. Dans le dernier kilomètre, c'était bien. Aujourd'hui, il y avait une belle caméra hélico. Et Gaviria, à ce moment-là, il est tout en bas. Donc, il est aux alentours de la 13e, 14e place, je dirais. Forcément, sur un sprint, même par miracle, quand tu es dans cette situation-là à 700 mètres de l'arrivée, bah, il faut qu'il y ait un vrai tassement de rythme du côté des avant-postes pour que tu puisses remonter, sinon c'est impossible. Ça ne s'est pas produit pour Gaviria, c'est dommage parce que c'était vraiment une arrivée où il aurait pu être bon. Parce que c'est un chat sur un vélo, Gaviria. C'est dommage parce que moi je misais bien sur une victoire de Gaviria aujourd'hui, plus que sur une victoire de Démarre. Et voilà, il s'est un peu raté. Mais je pense que du côté du UAE, on était peut-être devant un peu tôt, mais surtout, je pense qu'avec Richetze, il y a eu une incompréhension, ce qui est assez rare aussi, où ils n'ont jamais trouvé l'ouverture et que bah, quand tu trouves pas l'ouverture, tu te retrouves en deuxième rideau et puis tu restes en deuxième rideau. Eux aussi, ils étaient plutôt à droite. Hein. Ils n'étaient pas du bon côté au niveau du rond-point. Puis je termine avec Israël, qui aussi était du mauvais côté au niveau du rond-point. Trop tôt devant encore. Alors, pour une étape habituelle, ça aurait été nickel. C'est-à-dire une étape, un sprint, on va dire, un peu plus avec des virages, un petit peu sinueux,
on va dire un sprint un peu plus classique, parce que c'est assez rare d'avoir une ligne droite comme ça de 5 bornes, de ne pas avoir de gros changements de direction pendant 5 bornes. Mais Israël, ils prennent le manche à 2 km 300, 2 km 400 de l'arrivée, et avec le vent de face, en plus, qui a accentué ce phénomène-là, c'était trop tôt devant, et donc Nizzolo prend la 5e place, mais c'est dommage parce que à 900 mètres, si dans son sprint aux 900 mètres et que l'arrivée est 200 mètres derrière, il gagne le sprint. Sauf qu'il y avait encore 900 mètres à parcourir, et je le dis toujours avec Israël, mais si les sprints étaient avant l'arrivée, notamment en termes de kilométrage, il serait toujours devant. C'est dommage pour Israël parce que Nizzolo, j'ai l'impression, a des bonnes jambes, mais pour l'instant, c'est pas en place, et c'est un peu là que le bas blesse du côté d'Israël. Mais c'était moins cochonou que du côté de la DSM. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, Diamante Potenza, plus de 4700 mètres de dénivelé positif. Pour vous dire qu'on ne devrait pas retrouver les mêmes hommes à l'avant. Mais pourquoi pas Van Der Poel, surtout qu'aujourd'hui il n'a pas fait le sprint. Ça déconnait pas mal dans le final. Il sera peut-être à l'attaque devant, mais je suis pas sûr que ce soit quand même l'étape qui convienne le mieux à Van Der Poel. Ça me semble un peu trop dur, me semble-t-il, pour Van Der Poel. Mais peut-être que je me trompe. Donc, vous savez bien que demain, il ne sera pas dans les favoris. Dans mes pronostics, demain, donc, présentation de l'étape à 7h30, elle est déjà uploadée. Ensuite, débrief de cette étape aux alentours de 21h. Et puis, d'ici là, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!